D'abord, je voudrais, à travers votre honorable personne, remercier Patrie News pour tout ce qu'elle fait afin de relayer le message de lutte du peuple sahraoui. C'est un travail remarquable qui est surtout au service de la justice et du droit. Je suis de ceux qui pensent que le discours du roi du Maroc n'a rien apporté de nouveau. En fait, on peut même se permettre de dire que c'est un copier-coller de tous les discours qui l'ont précédé. Il n'y a rien de nouveau. C'est encore un discours de déni. Et le régime marocain nous a habitués à cette posture de déni. Pour lui, il n'y a pas de peuple sahraoui. Il n'y a pas de Sahara occidental. Il n'y a pas de guerre au Sahara occidental. Et aujourd'hui, il n'y a pas eu d'incident pour le régime marocain. J'allais dire, vous l'avez bien dit, il zappe ce truc-là dans un discours officiel. Et puis, rappelons-nous quand même que ce discours ne fait que nous rappeler les tristes et criminels accords de Madrid, puisque ce sont ces accords-là qui ont présidé à l'organisation de la marche de la honte et du début de la colonisation et de l'occupation du Sahara occidental. Donc, à vrai dire, ce discours ne pouvait rien apporter, sauf qu'il était là, à travers le roi, de réaffirmer l'entêtement, la posture de défi vis-à-vis de la communauté internationale, de l'arrogance vis-à-vis de la communauté internationale. Et par conséquent, c'est encore une démarche qui vise à perpétuer les faits coloniaux et l'occupation marocaine au Sahara occidental et qui malheureusement doit nous préparer à d'autres violations de droits de l'homme, à d'autres entraves pour l'envoyé personnel, j'aurai l'occasion d'en parler, à d'autres manœuvres dilatoires pour éloigner la solution. Et par conséquent, le discours en lui-même, pour reprendre une expression consacrée, c'est un non-événement. Alors, pour parler du décret de Trump, aujourd'hui le Maroc, il est conforté par la France, membre permanent du Conseil de sécurité, dans son aventure coloniale au Sahara occidental. Ce qu'il cherche, c'est perpétuer le statu quo, c'est-à-dire qu'il permette encore la présence du Maroc au Sahara occidental. C'est pour ça que, comme je viens de le dire, il multiplie les entraves devant les envoyés personnels, il s'adonne à des manœuvres dilatoires pour faire échouer toutes les négociations possibles. Il veut absolument entraîner l'Algérie comme partie prenante dans le conflit. Bref, il fait dans cet amalgame, il veut créer une confusion, mais surtout qui lui permette une fuite en avant afin de faire perpétuer le statu quo. Ça, c'est d'un côté. Mais de l'autre, bien sûr, il est en train de courir après la reconnaissance internationale de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Il croyait l'avoir obtenue avec d'abord cette mascarade d'ouverture du consulat au niveau du Sahara occidental, évidemment qui sont des actes de non-droit, qui sont des ouvertures illégales des consulats dans un pays qui ne concerne pas le Maroc, puisque les frontières internationalement reconnues du Maroc sont connues de tout le monde, dans des cartes officielles au niveau international. Et puis, deuxièmement, surtout le décret de Trump, il croyait avoir fait l'affaire du siècle dans la transaction criminelle avec l'État sioniste sur le dos des peuples palestiniens et des peuples sahraouis. La reconnaissance contre la reconnaissance, la normalisation contre la reconnaissance. Sauf que la reconnaissance de Trump en tant qu'État, et je parle des États-Unis d'Amérique, est un véritable dynamitage
du droit international. C'est-à-dire que si elle venait à s'appliquer, il ne reste plus rien du droit international. Et si le droit international disparaît, il n'y a plus de relations internationales. Et par conséquent, j'allais presque dire qu'il n'y a plus de Nations Unies. Donc le décret de Trump, il est criminel et dangereux à beaucoup d'égards. Pas seulement à l'égard du peuple sahraoui, mais aussi c'est un véritable non-sens juridique vis-à-vis de la communauté internationale. Et je n'en veux pour preuve que le décret de Trump, alors que les régimes marocains s'attendaient à un phénomène d'entraînement que d'autres pays allaient suivre, les États-Unis, dans leur reconnaissance de la présence marocaine au Sahara occidental, de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, il n'en a rien été. Aucun pays, pas même les soutiens du Maroc. Et par ailleurs, je vous rappelle qu'il y a même eu à l'intérieur même des institutions américaines, des poids lourds américains, des sénateurs, des représentants de la Chambre, des membres de la Chambre des représentants, qui se sont élevés en leur temps, avant l'arrivée de Biden au pouvoir, qui sont élevés contre le non-sens et le non-droit du décret de Trump. Et c'est comme ça que l'administration Biden, quand elle est arrivée, bien sûr, il est toujours difficile d'annuler un décret. C'est pas un décret. C'est pas le problème, c'est pas le problème, c'est un décret. Et donc, ce n'est pas le problème d'annuler un décret pour le truc. Et c'est le décret d'un président. Mais l'administration Biden l'a contourné. Dès qu'elle est arrivée aux affaires, l'administration Biden, d'abord par la bouche du secrétaire d'État Anthony Blinken, a pressé Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, à nommer un envoyé personnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'administration Biden voulait que l'ONU se ressaisisse du dossier et, j'allais dire, favorise la reprise du processus politique pour trouver une solution au conflit du Sahara occidental. Et donc, ça en était fini du truc. D'autres preuves sont arrivées par la suite. Le Pentagone qui a refusé que les manœuvres militaires se déroulent au Sahara occidental. Puis après, il y a eu dernièrement le blocage, en tout cas pour le moment, de ce qui a été promis comme ouverture d'un consulat américain à Dakhla. Et donc, on n'a pas été dire non, on n'ouvrira pas de consulat. On a dit on ne donne pas d'argent pour le consulat. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de consulat. Et donc, voilà, c'est par petites touches que l'administration Biden est en train d'annuler le décret de Trump. Et non pas, il n'y a pas une décision dans le bureau ovale du président des États-Unis d'Amérique qui annule le décret de Trump. Donc, il n'y a pas ce truc-là. Donc, de ce côté-là, le fait que les États-Unis d'Amérique n'ont pas conforté la décision de Trump, il n'y aura pas de reconnaissance de la part de la communauté internationale de la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara occidental. Et ce serait très grave. Ce serait très grave. Je le répète, ce serait la mort du droit international. Parce que le territoire du Sahara occidental existe. Il est sur les tablettes de l'ONU comme étant un pays non autonome. Et du jour au lendemain, on l'offre au Maroc. C'est impensable. Le problème du Sahara occidental est inscrit sur les tablettes de l'ONU comme un pays à décoloniser. Donc justiciable d'un référendum d'autodétermination. Et tout d'un coup, on dit, tiens, il n'existe plus ce problème, il est réglé, on le donne au Maroc. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. À ce moment-là, il n'y aurait plus de relations internationales respectables, ni constructives entre les États. Il y aurait la jungle. Et évidemment, ce n'est pas du tout, je crois, la responsabilité ni l'ambition des grandes puissances de ce monde. La dernière résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies est la pire des résolutions que le Conseil de sécurité ait jamais faites sur le dossier du conflit du Sahara occidental. D'abord, c'est un texte très déséquilibré en faveur du Maroc, puisque dans cette résolution, nous parlons encore
d'approche réaliste, de compromis, bref, un vocabulaire qui, d'une certaine façon, essaie de noyer le poisson pour ne pas aller droit au but, c'est-à-dire au droit international. C'est aussi un texte injuste et quelque part qui fuit les responsabilités. C'est-à-dire que les membres du Conseil de sécurité fuient leurs responsabilités. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de violation des droits de l'homme, d'abord le Maroc n'est pas cité. Et on ne parle pas de violation des droits de l'homme. On parle d'aller vérifier ou quelque part se préoccuper des droits de l'homme au Sahara occidental et aussi dans les camps des réfugiés sahraouis. C'est-à-dire qu'ils mettent sur un pied d'égalité les violations massives, répétées, documentées, que le Maroc fait tous les jours au Sahara occidental, avec une préoccupation que certains membres ont sur de prétendues violations de droits de l'homme au Sahara occidental. Je vous rappelle qu'il n'y a pas un pays au monde où qu'on ne peut pas épingler sur des violations de droits de l'homme. Parce que vous savez, il suffit, dans certains pays, on peut considérer que lorsqu'un agent de police peut-être élever la voix contre un citoyen, c'est une atteinte aux droits de l'homme. C'est un non-respect de le truc. Donc les violations de droits de l'homme, il y a une nuance qu'il faut traiter. Mais là, on parle de violations caractérisées, des agressions, des arrestations arbitraires, des viols, des emprisonnements des citoyens, des bastonnades, des disparitions forcées. C'est quand même des droits de l'homme très spécifiques et documentés. Il y a au moins 50 rapports faits par des ONG internationales, des juristes, des parlementaires, le Parlement européen d'ailleurs. Le Parlement européen à 2 reprises. Le ministère des Affaires étrangères américain, le département d'État américain, dans son rapport annuel, parle de violation de droits. L'envoyé spécial de l'ONU, le rapporteur spécial de l'ONU sur les droits de l'homme. On parle de violation par le Maroc au Sahara occidental. Il y a cette situation. Et dans les camps, il y a 15 ONG européennes qui vivent jour et nuit avec les Sahraouis. Il y a des représentants des agences onusiennes qui sont en permanence dans les camps, ceux du HCR et du PAM, qui vivent avec les Sahraouis. Le HCR n'a jamais fait de rapport sur les droits de l'homme. Je vous rappelle que M. Guterres lui-même, avant d'être secrétaire général de l'ONU, était haut commissaire aux réfugiés. Il a visité à 2 reprises. Il n'a jamais fait de rapport de violation sur les droits de l'homme. On en fait sur le Maroc depuis 10 ans, minimum. Alors, cette résolution à 2602 met sur le même pied d'égalité ce que fait le Maroc au Sahara occidental et de prétendues violations de droits de l'homme dans les camps de réfugiés. Et donc, cette partialité est injuste vis-à-vis du peuple sahraoui. Il y a aussi une autre caractéristique de cette résolution 2602. Moi, je la trouve surréaliste. C'est-à-dire un truc, j'allais dire, d'imagination. Principalement, elle devait prolonger le mandat de la MINURSO pour 1 année, ce qui a été fait. Quelle MINURSO? La MINURSO avait pour mission originelle 2 choses. Organiser le référendum au Sahara occidental et veiller au respect du cessez-le-feu. Il n'y a plus de cessez-le-feu au Sahara occidental. Il a été rompu par le Maroc le 13 novembre 2020. Donc, c'est une des missions de la MINURSO qui tombe à l'eau. Deuxièmement, le référendum d'autodétermination, les Sahraouis l'attendent depuis 30 ans. La MINURSO ne l'a jamais occupé. Donc, pourquoi la MINURSO? Pourquoi la MINURSO? Si elle rentre dans le processus politique, très bien. Très bien. Mais alors, donnez d'abord la feuille de route à l'envoyé personnel du secrétaire général. C'est-à-dire M. de Mistura. Il faut lui dire, M. de Mistura, vous avez telle étape, telle étape, telle étape. Et au bout de tant de mois, vous devez arriver à solliciter la MINURSO d'organiser le référendum. Sinon, aujourd'hui, la MINURSO, on l'a prolongée. Qu'est-ce qu'elle va faire? Donc, il y a ce côté que j'appelle, moi, surréaliste. Et enfin, cette résolution est tendancieuse, fortement tendancieuse.
Parce que quelque part, quand on lit, dans les lignes et entre les lignes, elle veut absolument impliquer l'Algérie comme étant une partie dans le conflit. Les partis. Il n'y a qu'au dernier paragraphe où on parle des deux belligérants et des partis. Et l'Algérie, parce que je vous rappelle que la résolution reparle des tables rondes. Et les tables rondes, c'était à la limite à la demande de Horst Kohler qui a supplié l'Algérie de l'aider à engager le processus de négociation. Mais nous sommes, comme on le dit en langage diplomatique, un pays intéressé, on n'est pas concerné par le conflit. Je ne mets même pas avec toi autour d'une table ronde. Et notre ministère des Affaires étrangères, aussi bien son Excellence le ministre des Affaires étrangères que l'envoyé spécial sur le dossier, M. Bellani, ont très ouvertement dit « nous ne voulons pas des tables rondes ». Ça concerne, les hostilités de 1975 à 1991 ont eu lieu entre le Front Polisario, l'armée de libération du peuple sahraoui et l'armée royale marocaine. Le cessez-le-feu a été signé en 91, septembre 91, entre le Front Polisario et le Royaume du Maroc, et les négociations qui ont eu lieu par la suite à plusieurs reprises et de différentes manières se sont déroulées entre le Front Polisario et le Royaume du Maroc. L'Algérie n'est pas concernée par le conflit. Elle est intéressée en tant que pays voisin par précisément ce qui nous arrive aujourd'hui. Et donc, cette résolution, que le Maroc le dise, il n'a fait que ça depuis très longtemps. Il a même été jusqu'à dire que le Front Polisario est une création de l'Algérie, que ce problème n'existe pas, que c'est des ambitions hégémoniques de l'Algérie sur la région. Ça, c'est le discours marocain. Mais que le Conseil de sécurité verse dans cette tendance, c'est pour ça que je dis que la résolution est tendancieuse, cela me paraît très grave. Et alors, on se dit, mais alors comment le Conseil de sécurité est arrivé à accoucher d'un tel texte? Pour moi, la réponse est claire et je crois qu'elle est partagée. C'est la France qui a rédigé la résolution. Vous savez que dans le groupe qu'on appelle les Amis sur le Sahara occidental, il y a 5 pays et le porte-plume, comme on dit, c'est-à-dire celui qui rédige, c'est les États-Unis d'Amérique. Oui. Il est clair maintenant, dans cette résolution, que c'est la France qui a rédigé la résolution. Et quelque part, je crois, des analystes politiques l'ont dit, je partage cet avis. Je crois que les Sahraouis ont payé la facture de l'histoire des sous-marins. C'est-à-dire que la France a été humiliée dans le dossier des sous-marins entre l'Angleterre, entre la Grande-Bretagne, les États-Unis d'Amérique et l'Australie. Elle a reçu une claque magistrale, puisqu'elle a été, j'allais dire, déconsidérée, elle a été déboutée, et les États-Unis d'Amérique, quand même, voulaient se rattraper, si on peut dire, voulaient consoler la France, et l'ont laissé faire dans cette résolution. Je pense... Ça tient la route comme spéculation, j'allais dire, politique. Et donc, cette résolution, encore une fois, je le répète, elle est la pire de tous. Et malheureusement, elle ne permet pas d'entrevoir des perspectives positives pour le conflit. Donc, les Sahraouis ont eu raison de dire, après la reprise des hostilités, une fois que le Maroc a rompu le cessez-le-feu, que nous avons fait confiance en l'ONU pendant 30 ans. Nous avons arrêté les combats parce que nous avons placé notre confiance en l'ONU. Nous avons fait confiance à l'ONU pour organiser des référendums et l'ONU nous a fait attendre pendant 30 ans par une certaine inaction du Conseil de sécurité, par une inertie du Conseil de sécurité, par une certaine complicité de certains membres du Conseil de sécurité. Et par conséquent, aujourd'hui, ces propos sont confortés, ces propos des Sahraouis, des responsables sahraouis, sont confortés par la teneur de cette résolution 2602, puisque, en fait, il y a une prime au crime. On dédouane le Maroc des viols des droits de l'homme, on dédouane le Maroc de son aventure colonialiste au Sahara occidental, on dédouane le Maroc de toutes les embûches qu'il a placées sur les parcours des différents envoyés personnels. On dédouane le Maroc pour son arrogance vis-à-vis de la communauté internationale, pour sa violation du droit international.
Et les Sahraouis, on perpétue la souffrance du peuple sahraoui. Il n'y a aucune perspective pour arriver au référendum auquel ils ont droit en application du droit international. Et donc là, vous voyez que si on doit ajouter que pour M. de Mistura, sans une feuille de route agendée avec des dates, des étapes, c'est-à-dire qu'on puisse avancer réellement et non pas tourner en rond comme on l'a fait maintenant depuis 2007, ben, nous allons devant les mêmes échecs. Le M. de Mistura va se trouver confronté aux mêmes entraves, va se trouver confronté au même découragement, va se trouver confronté aux mêmes difficultés de la part du Royaume du Maroc. Il va finir par lui aussi se décourager et le processus n'avancera pas et les Sahraouis continueront de souffrir. Donc il ne reste que la perspective de poursuivre la lutte armée. Écoutez, moi j'ai toujours appris que un peuple qui est brimé, un peuple qui est opprimé, un peuple qui est colonisé, a droit à la résistance. Le droit à la résistance dans un cas comme ça est un droit légitime. C'est un droit légitime. Par conséquent, les Sahraouis ont le droit de résister. Par tous les moyens. Par tous les moyens. Et aujourd'hui, les Sahraouis, après la violation du cessez-le-feu du 13 novembre 2020 par le Maroc, l'armée de libération sahraoui a repris ses activités combattantes et mène ses opérations militaires au Sahara occidental contre l'occupant marocain. Nous ne sommes qu'au début. Les Sahraouis ont plusieurs autres possibilités de combat. Je pense qu'ils y arriveront, le moment venu, dans une montée en cadence qui rappellera au monde, et en premier lieu qui rappellera au Maroc, qu'il n'est pas chez lui au Sahara occidental. Écoutez, je me fie d'abord, je me réfère à maintenant ce qu'on peut appeler l'expertise de la guerre de guérilla qu'ont acquise les Sahraouis pendant 16 ans de lutte contre le royaume du Maroc, contre l'armée royale marocaine. Je vous rappelle, au vu aussi de tout le monde, que l'armée de libération sahraoui a remporté d'éclatantes victoires contre l'armée marocaine, que c'est le Maroc qui a demandé le cessez-le-feu, ce ne sont pas les Sahraouis. Le Maroc a demandé le cessez-le-feu en 1990. Et le Maroc s'est d'abord adressé à l'Algérie pour s'entremettre avec le Front Polisario. L'Algérie a refusé. L'Algérie a dit, mais il y a une instance internationale qui est connue, c'est l'ONU, il faudra que l'ONU... Et c'est comme ça que l'ONU venait proposer le cessez-le-feu aux Sahraouis, qui ont dit, nous ne faisons pas la guerre pour le plaisir de la guerre, nous faisons la guerre pour avoir notre droit de bénéficier d'un référendum. Si l'ONU nous garantit le référendum, nous cessons les combats. C'est comme ça que les combats se sont cessés. Et c'est sur cette base qu'a été conclu le cessez-le-feu en 1991. D'ailleurs, il en est né, il en est accouché ce qu'on appelle le plan de règlement, qui lui stipule très ouvertement les combats cessent et on organise un référendum. Et c'est comme ça qu'a été créée la MINURSO, Mission internationale des Nations Unies pour un référendum au Sahara occidental. La MINURSO a d'abord pour tâche essentielle d'organiser le référendum, tout son nom. Et donc, bien entendu que les Sahraouis étaient militairement vainqueurs. Je vais même vous dire une chose. Depuis 1991 et le cessez-le-feu, et il s'en est passé des choses. Dans les années 2005, 2006, 2007, la jeunesse sahraoui a commencé à reprocher clairement à ses aînés, c'est-à-dire aux responsables sahraouis. Ils leur ont dit, mais vous vous êtes fait avoir, vous étiez gagnant militairement sur le terrain, vous auriez dû continuer la lutte et on serait indépendant. Pourquoi vous avez accepté le cessez-le-feu? Voilà comment le truc. D'où d'ailleurs, maintenant, une déclaration officielle du secrétariat permanent du Front Polisario, après la reprise des hostilités, après que le Maroc ait rompu le cessez-le-feu en novembre 2020,
le Polisario, le Front Polisario a décidé que maintenant il n'y aura pas un cessez-le-feu. Ils ont dit, nous prenons exemple sur nos frères algériens. Ils sont partis aux négociations, le doigt sur la gâchette, c'est-à-dire le fusil sur l'épaule. Nous n'arrêterons pas de combat tant qu'il n'y aura pas un agenda précis avec des dates précises pour l'organisation du référendum. À ce moment-là, oui. Mais qu'on arrête et puis qu'on a négocié et qu'on nous mène en bateau encore pendant, comme vous venez de le dire, peut-être à Dieu ne plaise, une quarantaine d'années, ça, il n'y en a pas de question. Maintenant, cette décision est arrêtée au niveau de la direction politique sahraoui. Il n'y aura pas de cessez-le-feu. Le cessez-le-feu, oui, quand il y aura un agenda. Quand il y aura un agenda d'organisation du référendum du Sahara occidental. C'est les nouveaux éléments et c'est les retombées de la normalisation. Maintenant, il y a un acteur en plus dans la région. Cet acteur s'appelle Israël. Israël maintenant est à nos frontières. Et ce poison qu'a introduit le Maroc dans la région est la conséquence du fameux décret de Trump dont on parlait tout à l'heure, et donc la normalisation. Sauf qu'il faut savoir une chose, à mon sens. Israël ne prend en considération que ses propres intérêts. Il ne prend en considération ni les intérêts du Maroc, encore moins ceux de l'Algérie, ni ceux du monde arabe, pas même ceux des États-Unis ou de la France. Israël ne prend en compte que ses intérêts. Or, l'intérêt d'Israël, c'est de pouvoir détruire, mettre à genoux les pays arabes l'un après l'autre. Ce qu'il a fait au Moyen-Orient, soit par la guerre contre la Syrie, contre l'Irak, soit par la Herwala dont on a parlé notre président de la République, et le Maroc qui en suivi récemment. Donc l'Israël s'installe maintenant aux frontières. Il lui reste quand même un pays qui ne veut pas s'agenouiller devant Israël. Nous sommes juridiquement en guerre avec Israël depuis 1967. Ce n'est pas un problème de dire qu'Israël existe ou n'existe pas. C'est un problème encore de droit. L'Algérie dit qu'il faut d'abord donner le droit auquel a droit le peuple palestinien. Il faut reconnaître l'État pour les Palestiniens. Il faut appliquer les résolutions de l'ONU en ce qui concerne la création de deux États. C'est le respect du droit international, encore une fois, que revendique l'Algérie. Et comme par hasard, regardez, ces deux problèmes sont d'une analogie extraordinaire. Deux pays envahisseurs, deux pays colonialistes, deux peuples opprimés, le palestinien et le sahraoui. Les pays dont je parlais ici, Israël et le Maroc, un mur ici, un mur là, ce sont les deux seuls pays au monde qui n'appliquent pas les résolutions du Conseil de sécurité. Israël au Moyen-Orient et le Maroc au Sahara occidental. L'analogie est parfaite et donc ils se retrouvent comme des larrons en foire. Sauf que le régime marocain, par un calcul qui me semble être dangereux d'abord, mais improductif, c'est certain, a introduit Israël dans la région et à nos frontières. Israël, on le connaît, il a une technologie avancée dans certains armements. Le Maroc en profite, encore que, avec l'argent des monarchies du Golfe, il s'est armé aussi, j'allais dire, conséquemment. Et donc aujourd'hui, moi je suis de ceux, je peux me tromper, mais je suis de ceux qui disent que le Maroc, les régimes marocains n'ira pas jusqu'à déclencher la guerre contre l'Algérie. Il sait très bien qu'il ne la gagnera pas. Par contre, Israël, qui se trouve au Maroc, il est capable, lui, d'être le bout de feu, d'être le facteur déclenchant dans une guerre entre l'Algérie et le Maroc. C'est-à-dire, il fabrique, il organise une provocation marocaine contre l'Algérie pour amener l'Algérie à riposter militairement. Et bien sûr,
par un phénomène d'entraînement qu'on comprend, il y aura la guerre entre les deux pays. Et qui c'est qui en profite? C'est Israël qui en profite. C'est Israël qui en profite. Peu lui importe, lui, que le Maroc soit détruit, ou que l'Algérie soit détruite, ou que les deux pays se rentrent dedans. Ce n'est pas le problème. Israël, ce qu'il veut, c'est avoir des pays à genoux, des pays arabes à genoux, qu'il puisse après dicter sa loi, et que plus personne ne viendra parler des droits des Palestiniens, parce que le problème est là. La politique de grignotage des territoires de la Cisjordanie bat son plein. Vous savez très bien qu'il y a à peine une semaine, 1435 logements ont été autorisés par la Knesset, c'est-à-dire par le Parlement israélien, d'être construits en Cisjordanie. Et c'est encore une fois une avancée de la colonisation israélienne en territoire palestinien. Et donc, vous voyez très bien qu'aujourd'hui, l'élément nouveau, c'est la présence de l'entité sioniste à nos frontières qui est capable et qui ne se gênera pas d'organiser une provocation marocaine contre l'Algérie. C'est-à-dire qu'il va dicter la marche à suivre à l'armée marocaine. Et bien entendu, il ne faut pas écarter ce scénario. Est-ce qu'on va dire que le crime d'État dont ont été victimes nos concitoyens dernièrement relève déjà de ce scénario? C'est possible, c'est très possible. Toujours est-il que maintenant, il y a cette éventualité. Quant à les drones qui vont utiliser contre les Sahraouis, etc. et tout, ça, vous savez, si la référence est valable, on a vu ce qu'ont fait les États-Unis au Vietnam, avec tout cet armada d'avions, d'hélicoptères, j'allais dire, et de moyens plus sophistiqués les uns que les autres. Les Vietnamiens ont fini par gagner. Et je crois, moi, très bien, à la leçon de l'histoire, je ne connais pas un peuple qui s'est soulevé pour sa dignité, sa liberté, son indépendance, qui a été vaincu par qui que ce soit, quels que soient les moyens. C'est la détermination qui compte. Les Sahraouis savent pourquoi ils se battent. Les soldats marocains ne savent pas pourquoi ils se battent. Ils se battent pour leur solde. Ils ne se battent pas pour un idéal. Les Sahraouis, eux, se battent pour leur existence. Ils se battent pour le pays de leurs ancêtres. Ils se battent pour l'avenir de leurs enfants. Je crois que la motivation est tout à fait différente chez les uns et chez les autres. D'abord, peut-être qu'il faut quelque part relativiser les choses, même si elles sont importantes, sérieuses. Avant 2002, Israël aussi, il me semble, était déjà membre observateur, puis il a été exclu. Prenons la situation telle qu'elle se présente maintenant. Il est clair que la candidature d'Israël, d'abord, dans la promotion est faite par le Maroc, puisque maintenant ils sont un binôme de travail. Israël, il ne faut pas se cacher la vérité, est déjà présent dans certains pays africains pour une coopération agricole, pour des structures de sécurité. Donc il y a déjà des pays africains qui collaborent avec l'entité sioniste. Mais aujourd'hui, la candidature d'Israël pour réintégrer, pour être membre observateur de l'Union africaine, revêt une autre importance pour Israël, parce qu'aujourd'hui, en Afrique, la donne a changé du point de vue géopolitique. La présence de forces étrangères, de pays étrangers en Afrique a une certaine importance dans des perspectives économiques et géopolitiques lointaines. Mais elle est importante aussi pour le Maroc, parce qu'il a à ce moment-là un levier à l'intérieur de l'Union africaine pour pouvoir mener ses activités négatives, bien sûr. Le rêve du Royaume du Maroc, c'est de faire expulser la République arabe sahraoui démocratique. Ça me paraît tenir de l'impossible. D'abord parce que la race, aujourd'hui, est un membre fondateur.
Comment voulez-vous qu'on arrive un jour à pouvoir justifier, à pouvoir argumenter l'expulsion d'un membre fondateur? Ça d'une part. D'autre part, il y a quand même l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Nigeria et beaucoup d'autres pays se sont dressés contre la candidature d'Israël en tant que membre observateur. Pour une raison très simple, parce que la Palestine est déjà membre observateur et Israël agresse la Palestine. Israël ne respecte pas les résolutions de l'ONU en faveur du peuple palestinien. Israël opprime le peuple palestinien. Et donc, l'Union africaine, qui a une ADN de décolonisation, qui a des principes anticoloniaux, qui a des positions en faveur de l'émancipation, de la liberté et de la dignité des peuples, ne peut pas accepter une entité qui, elle, mène le combat contraire. Et par conséquent, cette histoire d'Israël, qui n'est pas tranchée d'ailleurs, puisque la commission, la réunion des ministres des Affaires étrangères l'a renvoyé au sommet des chefs d'État en février. Bien entendu, ça ne veut pas dire que c'est gagné déjà pour les uns ou pour les autres, mais le débat reste ouvert et il faudra, j'allais dire, mener beaucoup d'activités diplomatiques, argumenter, convaincre les uns et les autres. Et je crois que celui qui aura les arguments les plus valables pourra décider d'une chose, même s'il faut, et on le sait, il y aura des pressions de forces extra-étrangères comme la France pour pouvoir amener des soutiens en faveur de l'admission d'Israël. Mais ce qui me paraît le plus important, souvenez-vous du retour en 2017 du Maroc à l'Union africaine. Il est revenu, d'accord, mais il est revenu avec l'idée soit d'expulser la race, parce que l'ONU, il croit avoir trouvé la solution avec la France comme membre permanent du Conseil de sécurité qui, jusqu'à maintenant, efficacement, bloque le dossier. C'est la France qui bloque le dossier au niveau du Conseil de sécurité. Et donc, quelque part, le Maroc, dans cette configuration, a jusqu'à maintenant partie gagnante. Le dossier est bloqué et le Maroc est truc. Évidemment, en dépit du droit international, en violation du droit international. Il reste une autre entité importante, c'est l'Union africaine, qui, elle, dans son acte constitutif, est clairement alignée sur les positions sahraouies. Et donc, quelque part, même s'il y a un blocage au niveau de l'ONU, il reste une organisation multilatérale, et laquelle, africaine, dont fait partie et le Maroc et la République arabe sahraoui, et qui, elle, est déjà fondamentalement en faveur de l'émancipation du peuple sahraoui, de la décolonisation de l'Afrique. Et donc le Maroc n'aura de cesse que de neutraliser cette organisation continentale. Cette organisation continentale qui, quelque part, culpabilise le Maroc, qui arrivera à le condamner au regard des dispositions de l'acte constitutif. Et donc le Maroc veut, d'une certaine façon, neutraliser cette organisation continentale qui est l'Union africaine. Ou il arrive à le faire en étant membre, ou il implose. Il faudra créer un problème à l'intérieur de l'Union africaine qui fait que l'Union africaine ne sera plus l'Union africaine, c'est-à-dire divisée. Il risque, je crois que son plan, à mon sens, relève de ce scénario de la candidature d'Israël. Demain, Israël, je fais confiance à nos dirigeants, à nos ministres qui ont plus d'expérience et d'ingéniosité pour faire les analyses que moi. Et donc, ils ne peuvent pas ne pas voir cette perspective et cette manœuvre du Royaume du Maroc. Mais le Maroc joue sur ça, joue pour diviser l'Union africaine, pour qu'elle ne puisse plus être d'un certain poids dans son entreprise coloniale, pour qu'il puisse continuer de coloniser le Sahara occidental et même l'annexer, en dépit des dispositions de l'acte constitutif de l'Union africaine, en dépit des positions passées de l'Union africaine, en dépit du fait que la République arabe sahraoui démocratique est membre fondateur de l'Union africaine.
Donc voilà comment ça peut être une entreprise de neutralisation de l'Union africaine que mène le Maroc avec son complice Israël. La troisième entité multilatérale, c'est l'Union européenne, et vous avez vu le jugement de la Cour de justice de l'Union européenne qui est totalement en faveur du Front Polisario, et que la France et l'Espagne, qui sont principalement la France, des soutiens, et je parle de l'Espagne officielle, qui sont des soutiens des positions marocaines, qui sont des protecteurs du Maroc au sein de l'Union européenne, maintenant se trouvent confrontés à un jugement qui est clair comme l'eau de roche, qui est en faveur des Sahraouis en ce qui concerne commercialement la spoliation des ressources naturelles des Sahraouis, puisqu'il interpelle les membres de l'Union africaine à dire on ne peut le faire qu'avec le consentement du peuple sahraoui, qu'il faut absolument aller consulter. Et de l'autre côté, politiquement, le jugement à plusieurs reprises reconnaît le Sahara occidental, le peuple sahraoui, l'autodétermination et le distinguo clair et net entre le territoire du Sahara occidental et le royaume du Maroc. Et donc nous avons trois pôles d'organisation multilatérale, l'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne, où se joue le sort de ce conflit du Sahara occidental. Sur le plan du droit, très nettement, c'est en faveur des Sahraouis. Le Conseil de sécurité reconnaît le droit du peuple sahraoui à bénéficier d'un référendum d'autodétermination clair et net. L'Union africaine, par son acte constitutif, et on ne peut plus clairement en faveur de la décolonisation du Sahara occidental. Et au niveau de l'Union européenne, les accords entre l'Union européenne et le Maroc ont été remis complètement en cause quant à la spoliation des ressources naturelles du Sahara occidental que commercialise le Maroc dans les pays européens. Ça, c'est le droit qui parle. Et le droit, on ne peut pas le contourner et on ne peut pas l'ignorer. Sauf que, à la périphérie de ce droit, se déroulent des manœuvres extraordinaires. La France qui bloque au niveau du Conseil de sécurité, des pays complices, même s'ils sont minoritaires, travaillent pour l'admission d'Israël en tant que membre observateur au niveau de l'Union africaine. Au niveau de l'Union européenne, des lobbies pro-marocains travaillent pour ignorer ou contourner ou bidouiller les accords entre le Maroc et le Sahara occidental. Et donc le combat est là. Le combat est de faire triompher le droit et seulement le droit. C'est quand même une position qui est solide, puisque c'est le droit. Nul n'est censé ignorer le droit, dit le proverbe. Et donc c'est cette position de respect du droit, c'est l'arme des Sahraouis. En plus, nous l'avons dit tout à l'heure et nous le répétons aujourd'hui, si le droit n'est pas reconnu aux Sahraouis, ils arracheront leurs droits par les armes. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Comme l'a dit un dirigeant occidental, l'ONU est un machin, la Ligue arabe est un truc. C'est une coquille vide. Dès sa naissance, d'ailleurs, elle était frappée d'obsolescence, puisqu'elle a été faite justement pour contrecarrer toutes les progressions du monde arabe. Et puis, la conjoncture a changé. La Ligue arabe n'est pas la Ligue d'il y a 40 ans. Avant, il y avait des pays progressistes, nationalistes, pan-arabes, qui étaient les pilotes de cette structure du monde arabe. Aujourd'hui, c'est clair que ce sont les monarchies du Golfe qui dominent la Ligue arabe. Les monarchies du Golfe, par solidarité monarchique, appuient le Royaume du Maroc. Le Royaume du Maroc qui a véhiculé depuis 30 ans, plus de 30 ans peut-être même, un discours au niveau du monde arabe
ce discours qui fait croire que le conflit du Sahara occidental est un conflit totalement fabriqué par l'Algérie, qui a des ambitions hégémoniques sur la région, qu'on veut au Maroc, qui truc. Et le fait que, il faut le reconnaître, que nous n'avons pas réagi à temps à ce discours-là, a laissé, même s'ils savent que ce n'est pas la réalité, a laissé les monarchies arabes s'aligner sur la position marocaine, lesquelles positions marocaines n'ont fait que se renforcer grâce à l'argent de ces monarchies du Golfe, puisque l'armée marocaine est en partie financée par l'argent des monarchies du Golfe, et ces États du Golfe, ces monarchies moyen-orientales, croient dur comme fer, en tout cas, ne serait-ce qu'au début, aujourd'hui peut-être qu'ils connaissent la réalité, mais ils ne se dénient pas, que oui, c'est l'Algérie qui voudrait absolument s'imposer dans la région et avoir un certain intérêt avec ce truc. Ça d'une part. Et donc, je ne vois pas comment ces monarchies vont corriger. D'ailleurs, les Émirats ont ouvert un consulat au niveau du Sahara occidental. L'ambassadeur saoudien dernièrement a amené son soutien à la position marocaine à l'occasion du Conseil de sécurité. C'est pas le truc. Maintenant, qu'il y ait un sommet, c'est vrai que c'est important. Je suis de ceux, peut-être, du fait que nous n'allons pas attendre de soutien des pays arabes en ce qui concerne le conflit du Sahara occidental. Peut-être qu'il vaut mieux ne pas aborder les sujets qui fâchent. Peut-être qu'il vaut mieux parler de ce qu'on peut, et entre autres, la réadmission de la Syrie dans la Ligue arabe. Donc ne rien attendre. Je crois que ce n'est pas productif. Oui. C'est même le contraire, c'est contre-productif. Puisque le sommet se déroule chez nous. S'il était ailleurs, il n'y a aucun problème. S'il était ailleurs, vous savez qu'on fait acte de présence. On sait que... Mais chez nous, on a une certaine responsabilité, les résultats doivent compter, etc. Ce n'est pas une fuite du sujet. Mais c'est clair qu'il n'y a pas consensus et encore moins unanimité sur les positions à prendre sur le conflit du Sahara occidental. Et donc, je ne sais pas vraiment quel serait l'intérêt de mettre sur la table le dossier sahraoui devant la communauté des États arabes.